J'ai injecté le virus dans le système financier de l'entreprise ce matin-là, sachant que cela déclencherait une chaîne de feu virtuel qui consumerait non seulement les comptes, mais l'âme même de cet homme. Il gisait déjà, paralysé par le poison que j'avais glissé dans son café au lait, ses yeux exorbités fixant le plafond de son bureau haussmannien comme s'il implorait les anges de la finance. Et moi, je n'ai pas crié, pas pleuré. J'ai simplement appuyé sur Entrée et regardé le monde qu'il avait bâti s'effondrer en silence, tandis que son corps se tordait dans l'agonie d'un infarctus mimé. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un piège doré, un labyrinthe de boulevards haussmanniens où les ambitions se noient dans le Seine sous un ciel perpétuellement gris. J'étais Antoine Duval, 35 ans, un analyste financier anonyme chez Lumière Capital, une firme nichée au cœur du 8e arrondissement, où les deals se concluaient autour de verres de Bordeaux et de murmures de corruption. Mon bureau était une cage vitrée au 15e étage, avec vue sur la tour Eiffel qui, ironiquement, semblait toujours me narguer de sa hauteur inaccessible. J'avais gravi les échelons à la sueur de mon front, ou du moins à la sueur de mes nuits blanches, codant des algorithmes qui prévoyaient les chutes des marchés avec une précision chirurgicale. Mais ce n'était pas assez pour eux. Pas pour lui. Le CFO, Éric Laurent, était le diable en costume 3 pièces. 45 ans, cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, un sourire qui pouvait charmer un requin de Wall Street ou un politicien corrompu à l'Élysée. Il avait gravi les marches du pouvoir en piétinant les corps, et le mien n'était qu'un de plus. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, lors d'un audit interne. J'avais découvert une anomalie, des flux financiers occultes vers des comptes offshore, des pots de vin déguisés en « consulting fait » pour influencer des contrats publics. Des millions d'euros siphonnés, destinés à financer des campagnes électorales obscures et des villas en Provence pour ses amants. J'aurais dû le dénoncer. J'aurais dû être le héros. Au lieu de cela, il m'avait convoqué dans son bureau, ce sanctuaire de cuir et de chêne, et m'avait offert un choix, la promotion ou la prison. « Antoine, mon garçon, » avait-il dit, sa voix suave comme un armagnac millésimé, « nous sommes tous des marionnettes dans ce grand théâtre. Si tu parles, ce n'est pas moi qui brûle, c'est toi. Pense à ta sœur, à sa clinique à Lyon. Un accident est si vite arrivé. Ma sœur, Élise, luttait contre un cancer rare, et les factures s'empilaient comme des dominos. J'avais cédé. J'avais falsifié les rapports, effacé les traces numériques, et en échange, Lumière Capital avait payé ses traitements. J'étais devenu son bouc émissaire silencieux, gérant les ombres qu'il projetait sur la lumière de la légalité. Les mois suivants furent un lent empoisonnement. Il me confiait des tâches de plus en plus sales. Blanchir des fonds via des crypto-monnaies anonymes, manipuler des bilans pour gonfler les bonus du board. À chaque pas, je sentais la boue m'engloutir. Paris, avec ses cafés bondés et ses terrasses où les amoureux se baisent sous les platanes, me semblait un décor de farce. Je rentrais chez moi, un studio exigu dans le Marais, et je fixais le plafond craquelé, imaginant les flammes. Pas des vraies flammes, non, des feux virtuels, informatiques, qui consumeraient son empire sans laisser de traces physiques. Mais le vrai poison, c'était lui qui l'avait planté en moi. Puis vint le jour où tout bascula. C'était un mardi pluvieux de novembre, le genre de jour où la Seine gonfle et que les Parisiens maudissent le ciel. Élise était morte 2 semaines plus tôt, dans une chambre stérile de l'Hôtel-Dieu, ses derniers mots un murmure sur la justice divine. J'avais reçu la facture finale, 250 000 € non couverts par l'assurance. Lumière Capital avait cessé les paiements, sur ordre de Laurent. Priorité budgétaire, avait-il dit lors de notre réunion, son regard glissant sur moi comme sur un insecte. Ce soir-là, dans un bistrot de la rue de Rivoli, j'ai croisé un ancien collègue, un hacker freelance nommé Julien, qui sirotait un pastis en ricanant des failles de sécurité des banques. Tu sais, Antoine, pour un type comme toi, effacer un homme du monde financier, c'est comme effacer un fichier corrompu. Un virus sur mesure, et pouf, adieu les traces. Julien n'était pas un saint. Ex-détenu pour cyberfraude, il vivait dans les bas-fonds numériques de Belleville, entouré d'écrans qui clignotaient comme des néons de Pigalle. Mais ces mots étaient une étincelle. Nous avons comploté pendant des nuits entières, dans son antre enfumé, entouré de paquets de gauloises et de bouteilles de vin bon marché. Le plan était simple, élégant dans sa cruauté, un malware hybride, mi-financier mi-biologique. J'injecterais un code qui déclencherait des transactions fantômes, vidant les comptes de Laurent en cascade, transfert vers des paradis fiscaux anonymes, puis autodestruction des logs. Et pour le corps, un composé chimique inodore, dérivé de la digitale, que Julien avait sourcé sur le dark web. Mélangé à son café, il simulerait un arrêt cardiaque, mais en réalité, paralyserait ses muscles pendant que le virus faisait son œuvre. Pas de meurtre apparent, juste un homme stressé qui craque sous la pression. Pourquoi pas le dénoncer ? M'avait demandé Julien, une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les tuiles de son immeuble. J'avais ri, un rire amer comme le café froid.
Parce que la justice française protège les siens, Julien. Laurent Golfe avec les juges de Nanterre. Moi, je suis le petit employé qui a falsifié les comptes. 10 ans de tôle, et lui, une tape sur l'épaule. C'était la vérité nue. En France, le système judiciaire est un château de cartes pour les puissants. Pour les autres, c'est une guillotine rouillée. Le lendemain, j'ai mis le plan en branle. J'ai apporté le café à Laurent, ce rituel matinal qu'il affectionnait tant. « Merci, Antoine. Tu es un bon larbin », avait-il dit, avalant une gorgée sans me voir. 20 minutes plus tard, il s'effondrait derrière son bureau, son visage virant au violet, ses mains griffant l'air. J'ai verrouillé la porte, activé le VPN fantôme que Julien avait codé, et lancé le script. Les écrans se sont illuminés d'un balai infernal. Alerte rouge, solde à zéro, emails automatisés accusant Laurent de fraude massive. Les marchés asiatiques réagissaient déjà. Lumière Capital perdait des millions en temps réel. Je suis resté là, assis en face de lui, observant son agonie muette. Il ne pouvait pas hurler, le poison avait scellé sa gorge. Ses yeux de serpent, me suppliaient maintenant. « Pourquoi ?» semblait-il dire. Et pour la première fois, j'ai répondu, à voix basse, en français pur comme du Racine. « Parce que tu as volé ma sœur, mon honneur, ma vie. Et maintenant, tu rends tout, pièce par pièce. » Les sirènes hurlaient au loin. La sécurité avait été alertée par le système. J'ai effacé mes traces, glissé une clé USB vide dans ma poche, et je suis sorti par l'escalier de service, fondant dans la foule des employés paniqués. La presse a titré le lendemain « Scandale à Lumière Capital. Le CFO succombe à un infarctus au milieu d'une cyberattaque massive. » Les experts parlaient de « coïncidence tragique », de « stress professionnel ». Laurent était enterré en grande pompe à Père-Lachaise, sous une pluie fine qui lavait les hypocrisies. Moi, j'ai démissionné, prétextant un burn-out, et j'ai disparu dans les ruelles de Montmartre, louant un atelier minuscule où je peignais des toiles sombres, des flammes abstraites sur fond de scène. Mais la vengeance n'est jamais propre. 2 mois plus tard, une lettre anonyme est arrivée. Une photo d'Élise, jeune, riant sur une plage normande, avec un mot « Tu n'es pas le seul à avoir perdu ». Signé « Elle ». Mon cœur s'est arrêté. Laurent avait un frère, un jumeau, Damien, que personne ne connaissait, un ombre encore plus noir que lui. Damien, le vrai architecte des fraudes, avait laissé Éric porter le chapeau familial. Et maintenant, il venait pour moi. Damien Laurent n'était pas un fantôme. Il était le diable en personne, tapi dans les recoins les plus sombres de l'héritage familial. Éric m'en avait parlé une fois, ivre après un gala à l'opéra, un soir où le champagne coulait comme la Marne en crue. Mon frère. Il est la moitié obscure de notre sang. Damien a toujours été le stratège, moi l'exécutant. J'avais ri, pensant à une anecdote d'ivrogne. Mais la lettre changeait tout. Elle contenait un détail que seul un intime pouvait savoir. Le tatouage secret d'Élise, une encre marine sur son poignet, symbole de nos étés à Deauville. Damien savait. Il avait surveillé, patient comme un chat de gouttière. Je l'ai rencontré par hasard, où était-ce calculé? Dans un café du quartier latin, près de la Sorbonne, où les étudiants débattent de Sartre sous des nuages de cigarettes. Il était le portrait craché d'Éric, mais avec une cicatrice barrant sa joue gauche, souvenir d'une rixe d'adolescence à Marseille, m'apprendrai-je plus tard. Antoine Duval, dit-il en s'asseyant sans y être invité, sa voix un écho grave de celle de son frère. Tu as fait un beau feu d'artifice. Mais les braises, elles chauffent encore. Nous avons parlé pendant des heures, ou du moins, il a parlé, et j'ai écouté, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Damien n'était pas venu pour venger, il était venu pour négocier. Il avoua tout, les fraudes étaient son œuvre, Éric n'avait été qu'un prête-nom pour protéger la famille. Leur père, un industriel ruiné dans les années 80, leur avait légué une haine viscérale du système. La France nous a brisés, crachatait-il, allumant une Marlboro. Les syndicats, les impôts, les banquiers comme toi. Nous avons riposté à notre façon. Et Élise? Un dommage collatéral. Damien avait saboté les paiements d'assurance pour tester ma loyauté. Un jeu tordu pour voir si je tiendrais la bouche après la mort de ma sœur. Rejoins-moi, proposa-t-il, ses yeux luisants comme l'acier d'un couteau Laguiole. Ensemble, nous pouvons brûler plus grand. Pas juste une firme, le système entier. Imagine, une cyber-révolution, des cryptos qui redistribuent aux oubliés. C'était tentant, ce poison sucré. Paris, avec ses inégalités criantes. Les banlieues en feu d'un côté, les yachts sur la Seine de l'autre, me criaient d'accepter. J'étais déjà taché de sang virtuel. Pourquoi pas réel? Mais au fond, une voix, celle d'Élise peut-être, murmurait «
Fuis, Antoine. Ou tu deviendras eux. J'ai refusé. Poliment, un « non, merci » à la française, accompagné d'un café serré. Il a souri, ce sourire jumeau qui me glaçait. Tu regretteras. Et il partit, laissant sur la table une enveloppe, des preuves de mes propres fraudes, falsifiées pour me faire porter le chapeau de la chute de Lumière. Le lendemain, la police m'a convoqué au commissariat du 8e. Monsieur Duval, nous avons des soupçons sur la mort de Monsieur Laurent. Et sur une cyberattaque. L'inspecteur, un gaillard bourguignon nommé Moreau, me fixait avec l'air d'un chasseur traquant un renard. Les interrogatoires durèrent des jours, un balai de questions dans une salle au mur jauni par la nicotine, où l'odeur de café froid se mêlait à celle de la peur. Damien tirait les ficelles depuis l'ombre, fournissant des preuves anonymes. Des logs IP falsifiés pointant vers mon appartement, des témoins bidons jurant m'avoir vu, très stressé, près du bureau d'Éric. J'ai nié, bien sûr, invoquant mon Burnou, ma démission honorable. Mais les doutes s'insinuaient comme la brume automnale sur les quais. Mes anciens collègues me regardaient de travers. Les articles du Figaro titraient « Le bouc émissaire de Lumière, coïncidence ou crime ». Julien, mon allié improbable, disparut alors. Son appartement à Belleville était vide, ses ordinateurs effacés. Un mot sur le frigo. Désolé, Antoine. Trop chaud. Trahi à nouveau. Seul dans mon atelier de Montmartre, entouré de toiles inachevées représentant des flammes stylisées, des hommages involontaires à Bosch, peut-être, je complotais ma contre-attaque. Damien voulait me briser. Je le consumerais, lui et son empire fantôme. J'ai fouillé le dark web, contacté des freelances anonymes, reconstruit un réseau. Le plan, infiltrer les comptes de Damien, révélé dans l'enveloppe comme une miette laissée par mégarde. Il opérait depuis une villa à Nice, un repère de luxe financé par les mêmes fraudes. La nuit de Noël, sous un ciel étoilé qui moquait ma solitude, j'ai lancé la phase 2. Un cheval de Troie, codé avec la rage d'un Proust en exil, s'insinua dans son système. Pas de poison cette fois, juste la vérité nue. Des fichiers déversés sur des forums hackers, des leaks vers Le Monde et Mediapart. Preuve irréfutable des magouilles de Damien, des noms de politiciens impliqués, des flux vers des partis extrémistes. Paris s'enflamma, pas de feu réel, mais de débats enflammés aux terrasses, de manifestations devant Bercy. Le scandale Laurent, un jumeau diabolique, titra Libération. Damian riposta vite. Une nuit, des brutes masquées, des sous-fifres de ces réseaux marseillais, forcèrent ma porte. Ils me battirent, un balai de poings et de rires gutturaux, me laissant briser sur le parquet ciré. C'est pas fini, Duval, grogna l'un d'eux avant de partir. Hôpital Cochin, fracture et point de suture, et Moreau qui réapparaît, ça sent le règlement de compte, hein. J'ai tout avoué alors, dans un délire de morphine. Le virus, le poison, la vengeance. Pas pour Éric, pour Damien, le vrai monstre. Le procès fut un cirque, un opéra-bouffe à la cour d'assises de Paris. Damien, extradé de Nice dans un fourgon blindé, se posa en victime, mon frère assassiné, moi calomnié par un employé jaloux. Ses avocats, des requins de la place Vendôme, dépeignirent mon acte comme un meurtre prémédité masqué en suicide financier. Les médias se déchaînèrent. France Inter débattait de « justice populaire vs. État de droit », tandis que les réseaux sociaux chiaient en deux camps, les uns me voyant comme un justicier, les autres comme un terroriste numérique. Moi, en boxe, je fixais le jury, des bourgeois du 16e aux yeux fuyants, et je récitais ma litanie. Il a tué ma sœur pour un jeu. J'ai rendu la justice qu'il niait. Le verdict tomba comme un coup près. Acquittement pour la mort d'Éric, manque de preuves directes, mais 20 ans pour cyberfraude et tentative d'extorsion. Damien, lui, écopa de 15 ans pour blanchiment aggravé. Un châtiment doux comme une madeleine pour un homme qui avait ruiné des vies. La salle d'audience, avec ses lambris sombres et son odeur de cire, résonna de murmures outrés. Les victimes anonymes, des petits porteurs floués par lumière, applaudirent discrètement. Les puissants, eux, froncèrent les sourcils. En sortant, menottes au poignet, je croisai le regard de Damien. Pas de haine, juste une admiration froide. Tu as gagné une bataille, Antoine. Mais la guerre, elle est éternelle. La prison de Fresnes, ce monstre de béton au sud de Paris, devint mon nouveau décor. Pas de tour Eiffel ici, juste des barreaux rouillés et des cours pavés où les détenus tournent en rond comme des rats dans un égout. Mes codétenus, un mélange de braqueurs de banlieue et de col blanc déchus, me surnommaient l'arçonniste numérique. Certains me haïssaient, t'as trahi le système, mais t'es qu'un raté. D'autres me vénéraient, réclamant des leçons de hacking entre deux parties de belote. Les nuits étaient les pires. Allongé sur un matelas puant, j'entendais les gémissements des âmes brisées, et je revivais le café empoisonné, le clic fatal.
Mais la vengeance, cette maîtresse cruelle, n'en avait pas fini avec moi. 6 mois après mon incarcération, une nouvelle arriva. Julien, mon traître, avait été retrouvé pendu dans son appartement de Belleville. Suicide apparent, mais les rumeurs parlaient d'une dette envers Damien. Et puis, il y avait Claire, la secrétaire d'Éric, cette brune aux yeux verts que j'avais courtisée en vain pendant des années. Elle m'écrivit une lettre, postée de Cannes. « Antoine, je sais tout. Éric m'avait confié le secret de Damien. J'ai aidé à couvrir, par peur. Mais ta flamme. Elle m'a libéré. Attends-moi. » Était-ce de l'amour ou une nouvelle toile d'araignée? Les visites conjugales devinrent mon oxygène. Claire venait chaque mois, traversant les contrôles avec un sourire forcé, ses robes fleuries contrastant avec le gris ambiant. Nous parlions de tout et de rien, des croissants trop secs de la cantine, des expositions au Louvre qu'elle visitait pour deux. Mais sous les mots, bouillonnait la vérité. « Damien n'est pas seul », murmura-t-elle un jour, ses doigts pressant les miens à travers la vitre. « Il a des alliés au placé. Un ministre, des juges. Ton acquittement pour Éric, c'était leur cadeau empoisonné, pour te garder en vie comme appât. » Le puzzle se recomposait. La mort de ma sœur n'était pas un test. C'était une punition pour un refus antérieur, un job que j'avais décliné chez un concurrent véreux. De Fresnes, j'orchestrais ma riposte finale. Les prisons françaises, malgré leur vétusté, sont des nids de connexion. J'activais un réseau souterrain. Un codétenu, ex-ingénieur chez Orange, codait des backdoors. Un autre, lié aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, filtrait les infos via des pigeons voyageurs numériques. Le cible, le réseau L, un cartel informel que Damien dirigeait depuis sa cellule à la santé, des transferts d'argent vers des causes obscures, soutien à des milices anti-système, ou pire, à des extrémistes qui rêvaient de faire sauter Bercy. Le twist vint d'une source improbable, Moreau, l'inspecteur bourguignon, qui me rendit visite un après-midi pluvieux. « Duval, t'es un salaud, mais un salaud utile. » Il avoua, infiltré dans l'affaire depuis le début, il avait fermé les yeux sur mes « preuves » pour piéger Damien. La France a besoin de types comme toi pour brûler les ordures. Mais attention, le feu se retourne souvent contre l'allumette. Ensemble, nous scellâmes l'alliance. Moreau fournit des écoutes illégales. Moi, des algorithmes pour tracer les flux. La nuit de la Bastille, 14 juillet, coïncidence poétique, le réseau L s'effondra. Des raids simultanés à Paris, Marseille, Nice, arrestation en cascade, un ministre démis, des headlines à la une du Monde. Damien, isolé dans sa cellule, tenta une dernière volte-face. Une lettre smugglerée via un gardien corrompu. « Frère d'armes, joins-toi à moi en appel. Nous pouvons renaître des cendres. » C'était la tentation ultime, le serpent qui mord sa queue. Accepter, et devenir le monstre, refuser, et risquer la solitude éternelle. Je brûlai la lettre, littéralement, avec un briquet de contrebande, et répondis par un silence. Claire fut ma bouée. Lors de ma libération conditionnelle, après 8 ans grâce aux aveux de Damien sous pression, elle m'attendait à la grille de Fresnes, une baguette fraîche sous le bras et un sourire qui chassait les ombres. Nous partîmes pour la Normandie, louant une maisonnette face à la mer, là où Élise riait enfant. Paris, un souvenir embrasé. Mais la nuit, quand les vagues murmuraient, je me demandais, étais-je le vengeur ou le pyromane qui avait allumé l'incendie de sa propre vie? La Normandie, avec ses falaises crayeuses et ses vents salés qui fouettent l'âme, semblait un exil idyllique. Notre maison, un cottage blanchi à la chaux près d'Étretat, portait encore les stigmates des guerres passées, poutres noircies par d'anciens feux, fenêtres qui grincent comme des regrets. Claire et moi, nous nous installions dans une routine fragile, faite de marées et de silences complices. Le matin, elle peignait, des toiles abstraites, des vagues turquoises qui cachaient peut-être des flammes enfouies, tandis que j'écrivais, un journal intime que je n'osais pas appeler « confession ». Les mots coulaient comme le cidre local, âpre et revigorant. Récit de Fresnes, portrait de Damien, apologie à Élise. Mais le passé, ce vampire français, suce le sang des illusions. Les premiers signes apparurent subtilement. Des appels anonymes sur le téléphone prépayé que Claire avait acheté, des ombres dans les dunes qui n'étaient pas des mouettes. Puis, une carte postale de Paris. Une vue de la Seine au coucher, avec un message en lettres découpées, les braises couvent. Damien avait été libéré pour bonne conduite, après un appel bidonné par ses avocats. 15 ans réduits à 5, le système protégeant toujours les siens. Il était libre, et il venait pour la fin du jeu. Claire le savait avant moi. « Antoine, nous devons fuir », dit-elle un soir, alors que la mer grondait dehors comme un cœur antique. Ses yeux verts qui m'avaient sauvé de la noyade intérieure, étaient voilés de peur. Elle avoua alors son propre secret, un fardeau qu'elle portait depuis le début. Pendant les fraudes, elle avait été la maîtresse d'Éric,
un lien charnel pour couvrir ses arrières. Pas par amour, par survie. Mais Damien, il me voit comme une traîtresse, comme toi. Le choc fut un raz-de-marée. Était-ce de l'amour que nous partagions, ou une alliance de damnés? Je l'embrassai quand même, goûtant le sel des larmes, parce que dans ce monde UAM, les vérités sont des poisons qu'on avale ensemble. Nous décidâmes de contre-attaquer, non par les flammes virtuelles, mais par la lumière crue de la vérité. J'activai mes vieux contacts, un journaliste de France Inter, une activiste de Nanterre. Ensemble, nous compilâmes un dossier, emails exhumés, enregistrements volés lors des raids. Le cœur, une vidéo, smugglée de la santé, où Damien confessait tout à un codétenu. Le sabotage de l'assurance d'Élise, les menaces contre moi, les alliances avec des élus véreux. Pour le plus grand bien, ricanait-il, la France des élites contre les parasites. C'était le twist qui ferait basculer les débats. Non pas un jumeau maléfique, mais un idéologue tordu, un révolutionnaire de pacotille drapé en victime. La publication fut un ouragan. Le 15 août, jour de l'Assomption, ironie divine, le dossier atterrit sur les serveurs de Mediapart. Paris explosa. Manifestation place de la République, édito enflammé dans le Figaro accusant un complot anti-élite, contrepoint dans l'Humanité saluant la vengeance du peuple. Damien riposta par une interview larmoyante à CNews. Duval est un psychopathe, un incendiaire qui a tué mon frère innocent. Les réseaux chiés en phalange, justice pour Laurent vs. Brûler les banques. Moi, je regardais de loin, depuis notre falaise, un verre de Calvados à la main, me demandant si j'étais le héros ou le bouffon de cette tragédie. Il vint la nuit suivante, sous une lune gibbeuse qui saignait sur la Manche. Damien, seul, sans brute, un duel à l'ancienne, comme dans un roman de Dumas. Il força la porte, un revolver nickelé à la main, son visage scarifié tordu par un rictus. Finissons en Antoine. Toi et moi, nous sommes pareils, des fils du feu. Claire surgit alors, un tisonnier brandi, mais il la frappa d'un revers, l'envoyant valser contre le mur. Le sang coula, un filet rouge sur le blanc immaculé. La rage m'aveugla. Je me jetai sur lui, poing nu contre arme, dans un ballet primal de grognements et de chair meurtrie. Le coup partit, un aboiement sourd. La balle me traversa l'épaule, un feu liquide qui me cloua au sol. Damien se pencha, son souffle aigre de vin et de haine, pour Éric. Mais Claire, blessée mais vivante, activa le piège que nous avions tendu, un enregistreur dissimulé, capturant ses aveux finaux. Oui, j'ai tué ta sœur. Pour te briser. Et maintenant, toi. La police, alertée par le journaliste, arriva sirène hurlante. Damien fut arrêté sur le fait, revolver fumant, son masque de victime craquelé. Le procès final, à Rouen cette fois, fut un théâtre d'ombre. Damien, enchaîné, se posa en martyr. C'est la France qui nous condamne, pas la justice. Le jury, des Normands solides aux accents traînants, délibéra 3 jours. Verdict, perpétuité incompressible, pour meurtre au second degré, Élise, officiellement liée à lui. Les débats firent rage. Était-ce vengeance ou terrorisme? Claire témoigna, brisé mais fier. Antoine a allumé le feu, mais c'est Damien qui l'a nourri. La cicatrice sur mon épaule guérit mal, un rappel noueux que le feu laisse des marques indélébiles. Claire et moi, nous restâmes en Normandie, mais l'idylle s'effrita comme du sable entre les doigts. Elle partit un matin d'automne, laissant une lettre parfumée à la lavande. « Antoine, tu m'as sauvé, mais le feu en toi me consume. Cherche la paix, pas la cendre. » Seul dans la maison, je fixais la mer, ces vagues éternelles qui emportent les secrets. Était-ce la fin heureuse? Une victoire amère, où le vengeur se retrouve plus seul que le vaincu? Paris m'appela de nouveau, inexorable. 1 an après, je revins, non comme employé, mais comme consultant freelance pour des ONG anticorruption. Mon histoire, romancée dans un livre à scandale, Les Flammes silencieuses, best-seller sulfureux, me valut une notoriété ambivalente. Invité au plateau télé, je débattais avec des sociologues bedonnants. La vengeance est-elle cathartique ou poison collectif? Les uns me acclamaient comme un Zola numérique. Les autres me traitaient de nihiliste, un Dostoïevski raté dans un monde baudelairien. Damien, depuis sa cellule, m'envoya une dernière missive. « Tu as gagné, frère. Mais souviens-toi, le feu ne s'éteint jamais. Il attend. » Était-ce une menace ou une invitation à la rédemption? Je brûlai la lettre, encore une fois, et je marchai le long de la Seine, sous les ponts où les amants s'embrassent et les SDF grelottent. La ville, cette putain magnifique, m'avait tout pris et tout rendu. La trahison, le secret, le crime porté pour autrui. Aujourd'hui, assis à une terrasse de Saint-Germain, un espresso devant moi, je souris en silence.
Le CFO est brûlé, son empire en cendres, et moi, je vis, un phénix cabossé dans l'hexagone. Mais la nuit, quand les rêves viennent, j'entends les flammes chuchoter. Et si c'était toi, le vrai monstre? La question hante, divise, comme toute bonne tragédie française. Justice ou folie? À vous, lecteurs, d'en décider.